Mesdames, Messieurs, bonsoir. Donc, nous allons vous entretenir des conséquences sanitaires de l'urbanisation. Donc, l'urbanisation, c'est un phénomène démographique qui se traduit par une tendance à la concentration de la population dans les villes. Ça, c'est une des définitions possibles, c'est celle de Larousse. La ville étant une agglomération importante dont les habitants ont des activités professionnelles diversifiées, avec, selon les définitions, un nombre d'habitants entre 1000 et 2000. Quelle est la problématique de l'urbanisation? Donc, c'est un mouvement de transformation des formes de la société qui se fait soit autour des villes qui existent, parce que tout simplement, ce sont des territoires qui attirent du fait de raisons culturelles, historiques, religieuses, ou bien ce sont des zones qui sont stratégiques sur le plan commercial, industriel ou militaire. Parfois aussi, l'urbanisation se fait en dehors des villes qui existent. C'est ce qu'on appelle les villes champignons. Et ces villes champignons se développent autour de ports, d'industries positionnées dans les milieux qui sont riches en ressources minérales, énergétiques, ou bien on est censé trouver de la main-d'œuvre. L'urbanisation, c'est un phénomène qu'on retrouve au niveau mondial. Donc, c'est un des principaux phénomènes dont l'évolution accélérée touche à toute la planète. Donc, nous voyons ici, de 1950 à 2008, donc on avait la population rurale qui était beaucoup plus importante que la population urbaine. Et à partir de 2008, cette tendance s'est inversée. Et nous voyons une croissance exponentielle de la population urbaine. Cette croissance, elle est importante, mais elle est encore plus intense dans les pays en développement. Donc, c'est ainsi que dans ces pays, entre 1995 et 2005, on notait près de 165 000 personnes par an qui s'ajoutaient à la population urbaine. Et comme si nous prenons un exemple de quelques villes africaines, donc nous voyons que la population d'Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire, a doublé en 7 ans, alors qu'il a fallu 30 ans à Londres pour doubler sa population. Il en est de même pour Lagos, au Nigeria, qui est une des mégapoles africaines, qui est passée de 300 000 habitants à 9 millions d'habitants en 40 ans. Et la plupart de cette croissance se fait autour des villes et la concentration se fait dans des bidonvilles. Donc, c'est ainsi que 80% des bidonvilles sont situés dans les pays en développement. Cette croissance urbaine, elle est exponentielle, mais elle se fait de façon anarchique. Donc, beaucoup de citadins, nous voyons ici cette image d'une ville, il n'y a aucune planification. Donc, ces citadins vivent dans des logements qui sont inadéquats, qui sont précaires, qui sont faits avec des matériaux qu'ils trouvent sur place. Elles sont surpeuplées et construites de façon anarchique. Donc, si nous prenons l'exemple de Dakar, la ville où nous sommes actuellement. Donc, Dakar, au moment de la colonisation, c'est une ville qui a été, disons, fondée pendant la colonisation. Donc, la structure centrale est bien établie. Si vous allez sur le plateau, on voit des villes bien tracées, tout est bien organisé, il y a le tout à l'égout. Mais cette agglomération s'est anarchiquement diversifiée vers le développement et la diversification de ces formes irrégulières et de l'occupation de l'espace. Donc l'espace a été occupé de façon irrégulière et anarchique. Donc c'est ainsi que cet habitat spontané que nous voyons autour de la ville de Dakar occupe 30% des superficies habitées. Et on note aussi l'absence de programmes de construction de logements sociaux. Parce que tout simplement, cette habitation spontanée, il est occupé par des individus qui viennent de l'exode rural.
Donc, si nous prenons l'exemple de la ville de Pikine, donc la ville de Pikine est un des bidonvilles les plus importants, disons la banlieue la plus importante de Dakar. Donc, elle a été créée en 1952 et on pensait que c'était à titre provisoire. Mais depuis 1952, Pikine a proliféré et se perpétue. Et l'aspect que nous voyons ici, c'est cet aspect-là, une ville très peuplée, avec une circulation très dense et sujette aussi à des phénomènes tels que des inondations. Donc, si nous voyons ici la progression de la population, elle est exponentielle. Donc, fondée aux alentours en 1952, en 1960, 30 000 habitants, et actuellement, disons, en 2015, le dernier recensement, Pikine comptait plus de 1 million d'habitants. Donc, 42,4% des habitations de Pikine sont faites d'occupation spontanée et irrégulière. Donc, il n'y a pas de programme de planification. Il n'y a pas de plan d'urbanisme pour cette ville, alors qu'elle a été créée tout récemment. Donc, les habitants vivent dans la précarité, cet aspect que nous voyons ici. Ils vivent dans la promiscuité. Ces zones Pikine est sujette à des inondations. Il y a quelques années, nous avons eu des inondations très importantes parce que du fait que la pluviométrie, après de longues années de sécheresse, a retrouvé son régime normal. Là aussi, c'est là où on voit l'éclosion d'épidémies. Actuellement, nous avons des épidémies de rougeole, alors que la rougeole, c'est une pathologie qui est sous contrôle dans les autres zones de Dakar. On note une surpopulation. Donc la relation entre la santé et l'urbanisme, c'est une longue histoire. Déjà, au XIXe siècle, l'urbanisme a été, disons, mis en place, inventé presque, devant la nécessité de mettre un terme aux épidémies très répandues dans les zones urbaines industrialisées en Europe. Et au XXe siècle, l'Europe a consolidé l'urbanisme du fait de préoccupations consensuelles concernant la santé et le logement. Donc, en ce moment, on a créé des services spéciaux qui s'occupaient de veiller à l'élimination des eaux usées, à choisir des lieux protégés pour l'alimentation en eau potable, réorganiser l'habitat dans les cités de manière à réduire la propagation de maladies qui sont alors attribuées à ce qu'on appelait les miasmes. Donc, devant cette problématique de l'urbanisation, quelles en sont les conséquences sur la santé des citadins, notamment dans des zones, dans les pays en développement? La première répercussion se fait sur l'offre et l'utilisation des services de santé. Donc, certes, dans les villes, on assiste à une amélioration relative de l'environnement sanitaire, un meilleur accès aux services de santé et au renforcement de l'offre de santé de premier niveau, tout simplement parce qu'on a réorganisé les systèmes de santé à 3 niveaux, avec un niveau primaire où la couverture en structure sanitaire quand même est assez importante. Il y a toujours un manque de ressources humaines en santé qui sont suppléées par ce que nous avons vu ce matin, les agents de santé communautaires. Donc on peut dire qu'il y a des améliorations de ce côté-là. Mais en même temps, on note que le taux d'utilisation des structures, même si la couverture géographique est assez, disons, correcte, que ce taux d'utilisation est faible, est resté faible. Ça a été souligné ce matin aussi, du fait du manque de qualité des prestations de soins, mais également de l'inaccessibilité financière. Donc, la couverture sanitaire universelle n'est pas encore atteinte dans ces pays. Le deuxième aspect d'impact de cette urbanisation un peu anarchique, c'est sur les déterminants de la santé, les déterminants sociaux de la santé. Donc cette croissance effrénée et non planifiée des villes en Afrique qui aboutit à cette urbanisation désordonnée, que Salem a appelée une pseudo-urbanisation, entraîne une augmentation des besoins en matière de logement décent,
une augmentation des besoins d'accès à l'eau potable, une augmentation des besoins d'assainissement et d'élimination des ordures ménagères, et aussi une augmentation des besoins à l'accès aux soins. Alors que nous sommes en face de pouvoirs publics qui n'ont pas de moyens suffisants pour faire face à ces besoins. Donc ceci engendre une augmentation de la prévalence des maladies transmissibles. Donc cette insalubrité de l'environnement que nous avons décrit est un milieu propice à la survie des germes pathogènes, mais aussi offre des conditions écologiques favorables au développement des germes pathogènes. Donc c'est ainsi que dans ces environnements tels quels, nous voyons l'éclosion et la persistance d'épidémies de choléra. Donc dans beaucoup de zones, le choléra sévit à l'état endémique avec des pointes épidémiques. Les parasitoses intestinales sont retrouvées notamment chez les enfants, ainsi que les infections respiratoires. Les épidémies de fièvre jaune. Donc actuellement, nous avons dans la zone sud, disons, australe de l'Afrique, en Angola, une épidémie de fièvre jaune que nous n'arrivons pas à contenir. Parce que tout simplement, pendant des mois et des mois, les déchets n'ont pas été évacués. Donc, nous avons aussi des infections cutanées, bactériennes, mais aussi parasitaires, telles que la gale. Donc, c'est ainsi qu'il y a une étude en 2008 qui a montré qu'en République démocratique du Congo, 83% des personnes qui sont atteintes de tuberculose vivent dans les villes. Ici, c'est une étude que notre équipe, ici à l'Institut de santé et développement, a faite dans la zone ici de la décharge de Dakar. Donc cette décharge que vous voyez ici, c'est une décharge non contrôlée, qui avait été dans les années 70, disons, déplacée loin de toute zone d'habitation. Mais avec le développement de cette urbanisation anarchique, cette décharge se trouve maintenant au milieu des zones d'habitation. Donc avec la coopération canadienne, nous avons fait une étude pour voir quel est l'impact de cette décharge sur la santé des populations environnantes. Donc, un des résultats qui vient corroborer ce que nous avons dit ici, c'est que nous avons eu une prévalence importante des infections respiratoires, des parasitoses et des dermatoses, notamment au niveau des populations vulnérables qui sont constituées par les femmes et les enfants. Mais aussi, il y a un impact sur les maladies non transmissibles. Donc, cette forte urbanisation non planifiée, qui se traduit par ces images-ci, telles que nous les voyons actuellement, ça c'est une ville de Dakar, une vue de la ville de Dakar, conduit à la commercialisation d'aliments qui sont nocifs à la santé. Étant donné que l'explosion démographique, les systèmes d'approvisionnement ne suivent pas au même rythme que cette explosion démographique. Donc il y a une prolifération, une commercialisation d'aliments nocifs à la santé qui ne sont pas contrôlés, un usage excessif des transports motorisés, parce que tout simplement le transport public urbain ne suit pas aussi au même rythme que la croissance démographique, les nuisances sonores qui sont augmentées et le manque d'espace public et le manque d'installations de loisirs sécurisés qui ne permettent pas une activité physique. Donc quand vous passez ici vers la corniche, pas très loin, vous voyez qu'il y a une forte densité de population qui vient pour faire des activités physiques. Ce n'est pas l'endroit idéal. Vous êtes d'accord avec moi parce que c'est situé le long d'un axe routier qui est très très fréquenté, mais les gens n'ont pas le choix, parce qu'il n'y a pas assez d'installations de loisirs sécurisées, il n'y a pas assez de manque d'espace public au niveau de ces villes-là. Donc comme corollaire aussi la pollution atmosphérique avec cette circulation, les inondations, etc. Donc tout ceci fait le lit. Donc ce sont des facteurs de risque qui sont communs aux maladies cardiovasculaires, aux maladies endocriniennes telles que le diabète, au cancer, au développement du cancer, les maladies respiratoires chroniques, mais aussi les traumatismes et des problèmes de santé mentale avec l'usage abusif d'alcool, de tabac et de drogue.
Donc cette urbanisation mal disons, contrôlée conduit à un surpeuplement, avec tout ce que nous avons décrit, la promiscuité, l'habitat précaire. Ça entraîne également une pression accrue des maladies. Les systèmes de santé ont des difficultés à suivre, disons, le rythme d'installation des infrastructures sanitaires, la formation des ressources humaines en santé, l'équipement, le matériel, ont des difficultés à suivre ce rythme de l'urbanisation. Et la plupart du temps aussi, on est habitué à des crises sanitaires. Donc l'exemple le plus patent, c'est la dernière épidémie d'Ebola. Donc nous avons tous vécu l'ampleur que ça a eu dans la zone ouest africaine. C'est une épidémie qui est connue depuis très longtemps en Afrique centrale, mais quand cette épidémie s'est déclarée dans cet environnement d'urbanisation anarchique en Afrique de l'Ouest, cette épidémie a eu une autre gravité. Donc la létalité a été très très importante, ainsi que la morbidité. Donc quelles sont les solutions qu'on peut préconiser? Donc les solutions qui sont préconisées devant ce tableau, c'est que l'aménagement urbain doit être pensé comme un facteur de bien-être. Donc ça nécessite de prendre en compte les principes d'une politique d'urbanisation qui est favorable à la santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment de mettre en place les villes, parce que nous sommes dans des situations où il y a beaucoup de villes nouvelles qui se créent. Actuellement, il y a une ville nouvelle qui est en train de se créer à 15 km à peu près à une cinquantaine de kilomètres de Dakar. Donc il faut qu'on pense aussi à, disons, associer ceux qui travaillent dans le secteur de la santé pour que la ville soit un lieu propice au développement du bien-être de ses habitants. Donc les points essentiels en mettant en place ces villes, c'est d'assurer un approvisionnement en eau sûre et fiable, de mettre en place un système d'élimination des excrétas, un système d'élimination des déchets solides, un système de drainage des eaux usées, une politique de contrôle des aliments, un système de gestion de la pollution de l'air intérieur, mais aussi extérieur, et de prévention des risques chimiques, un accès aux structures de sport et de loisirs et la protection contre les nuisances sonores. Donc, en conclusion, l'aménagement urbain de qualité doit faire appel à une approche qui intègre les objectifs de durabilité et de santé globale. Donc, la démarche doit être globale et inclure tous les secteurs. Et les questions de santé et de qualité de vie doivent impérativement être envisagées dans toute politique d'urbanisation. Je vous remercie de votre attention.